Bonjour, je m'appelle Marc Zuli, je suis en poste à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui va devenir Paris-Saclay, bientôt, on va fusionner. Et ma spécialité, c'est le siècle d'or. Je suis professeur donc dans cette université. J'y ai été maître de conférence d'abord en 2002 et je suis passé professeur en 2008, toujours donc dans ma même spécialité, siècle d'or. Alors, ma thèse a été soutenue en 1997. Je l'ai commencé 5 ans avant. J'ai mis 5 ans pour la faire, mais je travaillais en parallèle, en partie dans le secondaire, puis comme APER, et j'ai fini sur un poste à 384 heures, le fameux poste second degré. Donc, j'ai mis un peu de temps. Bon, à l'époque, on nous laissait jusqu'à 5 ans. C'était un peu plus souple qu'aujourd'hui, où il faut maintenant des comités de suivi. Mais bon, cette thèse a été dirigée par Jacqueline Ferreras, qui était professeure à l'université de Paris-Nanterre, comme cela s'appelait à l'époque. Et c'est une édition critique d'un texte d'Alejo Venegas, un moraliste toledano du XVIe siècle. Et ce texte était intitulé Agonía del Tránsito de la Muerte. C'était un texte qui était un petit peu dans la continuité de l'Ars Moriendi du Moyen-Âge, mais avec une approche différente, qui m'a intéressé. Le jury était composé de Claude Chauchadis, Bernard Darbord, le regretté Alain Miou et bien entendu Jacqueline Ferreira. Un beau jury, moi j'étais très très heureux de ce jury, et puis je connaissais Bernard Darbord, et ayant travaillé moi-même à Nanterre comme APR, je me sentais un petit peu en confiance, disons, voilà, d'avoir Jacqueline Ferreira, qui m'a beaucoup soutenu, voilà. Voilà, les choses se sont très très bien passées, une soutenance que j'ai trouvé longue à l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était aussi long, mais finalement j'ai compris un petit peu le système de ce rite, hein, c'est un rite où les professeurs posent des questions à l'impétrant, et moi j'avais trouvé le système de prendre des notes, je le dis parce que ça peut être utile à des étudiants, de prendre des notes. J'ai pas pu répondre à toutes les questions parfois, mais au moins j'ai sélectionné les plus importantes et j'ai apporté réponse, et souvent en remerciant quand on signalait quelque chose qui n'allait pas ou une amélioration possible. Ça a été très constructif. Les membres du jury ont été formidables. Ils m'ont même donné des relevés de copies parce qu'on laisse sur. J'avais une thèse de plus de 900 pages. En fait, il y avait la moitié qui était l'écriture d'Alejo Venegas et l'autre moitié, c'était une grosse introduction et d'importantes notes de bas de page, une bibliographie et tout ça. Et donc, j'ai même mis quelques copies, comme c'est à peu près toujours le cas, qu'on ne voit pas malgré de multiples lectures. Et ça m'a énormément aidé. D'ailleurs, je l'ai publié en remerciant les professeurs qui avaient donné ces relevés de copies. Et j'ai publié quelques années plus tard, en 2001, chez l'Harmattan. Voilà. Bon, ouais, alors du coup, tu as dit que c'est ta directrice qui t'a dirigé vers ce sujet, mais j'imagine que tu étais déjà, comment on pourrait dire, passionné par la littérature du siècle d'or. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette passion? Pourquoi le siècle d'or? Oui, cette passion, moi, me vient de mes professeurs, il faut être honnête. J'ai fait une hypothèse et une cagne à Chaptal. Bon, j'ai pas intégré Normal ici, contrairement à mon collègue et ami Eric Tisbach, mais j'étais dans cette même promotion. Donc, j'avais un professeur extraordinaire. On a travaillé sur le Quichotte, par exemple, c'était Pierre Salomon, avec qui je suis toujours en contact, un vieux monsieur de 86 ans maintenant. Et ensuite, je suis passé à Nanterre, parce qu'à l'époque, on avait l'équivalent du DEUG, une fois qu'on avait validé les 2 années du programme de Cagne. Et je suis arrivé à Nanterre en me disant, je ne repique pas en Cagne, ça a été un bagne, je continue en licence. Et j'ai eu des professeurs extraordinaires, hein. Je voudrais citer quand même, donc bien sûr, Jacqueline Ferreira, c'est en numéro un. J'ai été aussi étudiant de Bernard Fézé, que j'ai adoré, un professeur d'une humanité extraordinaire qui malheureusement est parti il n'y a pas très longtemps, et d'une autre personne, un peu oubliée, moins connue que Bernard Fézé, qui était une enseignante extraordinaire, quelqu'un d'un savoir, ayant un savoir, disposant d'un savoir extraordinaire, Aline Bergogneau, qui était vraiment une grande dame de l'islamisme. On n'en parle pas assez souvent, c'est pour ça que je tiens à la citer aujourd'hui. Et donc, j'ai eu ce plaisir de travailler sur ces périodes. Et à l'époque, disons, c'était dans les concours, il y avait toujours de la version classique, des choses comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, comme les collègues médiévistes, on voit qu'on est en perte de vitesse et contemporain. On comprend en même temps pourquoi, mais je me dis, on ne peut pas comprendre l'Espagne d'aujourd'hui si on ne connaît pas, si on n'a pas les bases antérieures. Je pense par exemple aux questions de séparatisme là, actuelles que l'on vit avec la Catalogne. Bon, ben, il faut savoir que les deux couronnes, Aragon, Castille, avec des langues différentes, avec des monnaies différentes, avec des lois différentes, l'Aragon, etc. Donc, je dis, c'est un savoir. De même,
les romans picaresques, ben, il y a des répercussions chez beaucoup de auteurs du XXe siècle, du XIXe, XXe, quand ça fait Baroja, par exemple, et d'autres. Hein. Donc, je me dis qu'avoir disposé de ces bases, pour nos étudiants, en tout cas, c'est important, mais je me bats pour maintenir les cours siècles d'or, disons. Et ils apprécient, hein, je me fais le temps de donner des textes difficiles, avec une approche très progressive, et honnêtement, ça se passe bien. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de l'auteur de ce texte que tu as travaillé et du texte lui-même? De quoi parle-t-il? Pourquoi t'a-t-il séduit en dehors du fait que ta directrice te l'a probablement bien présenté? Alors, en fait, moi, j'avais croisé, entre guillemets, Alejo Venegas dans des exercices de version, déjà. On m'avait donné en version classique des extraits de Venegas. Dans le petit bouquin de guide de la version qui était savamment fait chez Armand Collin, il y avait aussi un extrait que j'ai été amené à travailler en tant qu'étudiant. Et je trouvais qu'il y avait une écriture qui était intéressante, qui m'a plu, pas toujours simple, mais qui était intéressante. Et cet auteur, Alejo Venegas, a donc publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels cette agonia del tránsito de la muerte. Et je tiens à le dire, Marcel Bataillon a dit de ce livre que c'était le chef-d'œuvre de la littérature ascétique espagnole à l'époque de Charles Quint, donc c'est pas rien. Et en même temps, il n'était pas très connu, on n'en parlait pas beaucoup. Il y a quelques personnes qui ont travaillé dessus, en tout cas en France. La spécialiste était Anne Roudier, il n'est plus non plus, et qui avait qui m'avait très aimablement transmis son mémoire de maîtrise de l'époque, du DEA, qui portait sur le négas. Et une autre personne qui m'a beaucoup aidé aussi, à Nanterre aussi, c'est Madeleine Pardo, parce qu'elle avait co-dirigé un mémoire de maîtrise dans les années 68-69 d'une dame qui avait travaillé sur cet auteur. Donc, d'ailleurs, ces mémoires sont cités, bien entendu, dans ma bibliographie de thèse. Et je trouvais vraiment très sympa d'avoir reçu ces aides-là, parce que c'était des documents qui étaient inconnus, introuvables. Hein. Autant les thèses, il y a un fichier central, et ça c'est ce que je regrette. Pour les mémoires de maîtrise, DEA ou Master 1, Master 2 aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, de recensement global, et c'est un petit peu dommage. Bon, puis j'étais en contact surtout aussi avec un collègue expert, enfin un collègue, c'est pas enseignant, c'était un religieux, il est François de Lamartine. Je ne sais plus s'il est de ce monde parce que ça remonte à très longtemps, il était déjà très âgé. Et la panique avait été la suivante, c'est que je lis dans un de ses livres, que je découvre par hasard, une mention où il dit j'ai fait tengo casi ultimada una edición crítica de la agonía del tránsito de la muerte. J'ai tenté une thèse, j'allais vers la fin, et je me suis dit, mais si cet homme-là publie sa thèse, ça traduit son édition, ma thèse n'a plus lieu d'être. Et donc, je suis entré en contact par son éditeur, et il a été adorable. Il m'a dit, vous savez, moi, je suis en fin de carrière, je suis un vieux monsieur, je suis dans le domaine religieux, pas enseignant vraiment, soutenez votre thèse, puis après on verra, de toute façon que chacun publie sa version, on n'aura sûrement pas la même approche. Et je crois qu'il n'a jamais publié, à ma connaissance. On est resté longtemps en contact, et avec le temps, les choses font que bon, on perd les liens, quoi. Donc, je crains qu'il ne soit plus là parce qu'il était déjà très âgé en 96, voilà un peu de l'environnement. Bon, alors, et alors plus précisément, cet auteur, qui est-ce que tu l'as dit toi-même, il a écrit un chef-d'œuvre, mais il est moins connu que d'autres. Donc, qu'a-t-il à dire de particulier, en particulier et spécifiquement dans ce texte-là? Alors justement, ce texte-là est intéressant parce que c'est un texte qui est très tridentin, mais déjà, il introduit des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Par exemple, dans les précédents ouvrages de préparation à la mort qu'on appelait l'Ars Moriendi, on ne parlait pas de la consolation de ceux qui restaient après le décès d'un proche. C'était quelque chose qui n'était pas du tout abordé. Et là, Alejo Venegas prend position et explique comment on doit soutenir les personnes en deuil, etc. Il a une approche tout à fait chrétienne, catholique, très orthodoxe, qui est pleine d'espoir parce qu'il vous dit on est dans le vallée des lagrimas et puis que la vraie vie commence de l'autre côté, à condition qu'on ait mené une vie pieuse, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'espoir dans ce texte et puis il y a cette consolation des personnes qui subissent un deuil. C'était très novateur à l'époque. L'écriture est magnifique et dans ce texte, il y a énormément de choses. Par exemple, j'avais travaillé sur la vision de Tolède
il était élégant, hein. La vision de Tolède, qu'il avait lui de Tolède, à travers cet écrit. Il aborde tous les métiers, il aborde les lieux, il présente la ville. C'est un texte très riche, très riche, très riche. On peut en tirer plein d'enseignements. Je me suis un peu amusé à essayer de reconstituer sa bibliothèque, donc on n'a pas trace, malheureusement. Les, comment dire, les archives n'ont pas conservé la liste de livres de sa bibliothèque. On a son testament, on a une édition un peu difficile, mais on n'a pas trouvé cette. Mais à travers les textes qu'il cite, j'ai tenté de reconstituer un petit peu une bibliothèque, alors qu'il avait ou qu'il a pu consulter chez d'autres personnes. À l'époque, les lecteurs avaient des bibliothèques parfois importantes. Donc voilà, il est d'une richesse incroyable, on peut en tirer plein de choses de ce texte. Bon, et alors comment est-ce qu'on fait une édition critique? Déjà en soi, tu peux nous expliquer ta façon de travailler et de surcroît dans le cadre d'une thèse. Alors, moi, quand j'ai démarré ce travail, je suis allé voir Jacqueline Ferreira, qui m'avait déjà dit quelques années auparavant, si un jour vous voulez faire une thèse, vous savez, vous pouvez me voir. Donc, j'étais ravi que, quand j'en ai parlé, elle m'a dit, mais j'ai pas oublié, je serais ravi de travailler avec vous, etc. Je lui ai tout de suite dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le 16e, 17e, plutôt peut-être 16e, que 16e. Bon, j'avais plus fait mes travaux là-dessus. Et le problème, c'est que je ne fais pas suivi de cours de paléographie, je ne suis pas de l'école des chartes, et je vais avoir du mal sûrement à déchiffrer l'écriture du 16e, surtout l'écriture notariale. Je me dis, donc ça, c'est un blocage que j'ai, et que proposez-vous? Et c'est elle qui a évoqué l'idée d'une édition critique, qui était un peu à la mode à l'époque, c'est un peu moins, j'ai l'impression, en tout cas dans le cadre d'une thèse, en me disant, si vous trouvez le manuscrit, ça peut prendre vous faire aider pour déchiffrer, etc. Mais en tout cas, vous pouvez partir des éditions imprimées. Alors, effectivement, je n'ai jamais trouvé de manuscrit. Les éditions imprimées, je les ai toutes localisées, bon, trouvées, si vous allez à Madrid, tout de suite, hein, d'ailleurs, la Bibliothèque nationale. J'ai pu consulter toutes les éditions et je me suis rendu compte que la dernière édition qui datait de 1911, elle n'était pas bonne. Honnêtement, il y avait en fait l'auteur, Miguel avait fait un patchwork en prenant plusieurs éditions différentes, en les mélangeant. Il n'y a pas de note de bas de page, il n'y a pas d'introduction. C'était vraiment un texte comme ça, défiguré, avec des copies, avec des mauvaises lectures, avec voilà. Donc, ça m'a donné, disons, le droit, entre guillemets, de pouvoir m'investir dans ce travail, parce que si l'édition était parfaite, il n'y avait plus rien à faire. Voilà, donc j'ai pu justifier justement ce travail en expliquant que les éditions anciennes sont inaccessibles, à l'époque en tout cas, et que la dernière, même si elle n'est pas très facile à localiser, parce que la Nueva Biblioteca de Autores Españoles, on ne la trouve pas partout, mais elle est mauvaise. Voilà. Donc, mon travail a consisté à recenser toutes les éditions, bien sûr, et pour faire une édition critique, je me suis dit, il ne faut surtout pas faire un montage de différentes éditions. Il faut décider d'une édition qui semble la plus fiable. Moi, je me suis positionné sur le fait que c'était la dernière qui avait été supervisée par l'auteur. Je me suis dit, là, on a son discours bueno de l'auteur, on sait qu'il est d'accord. Ensuite, il y a eu des choses qui ont disparu, peut-être qu'il y a l'Inquisition, il y a eu des ajouts sur lesquels on s'interroge, j'essaie de trouver des pistes qui a pu faire ces ajouts, etc. Et donc, c'est parti d'une édition donnée, mais en note de bas de page, j'ai donné toutes les variantes des autres éditions. Alors, c'est un travail de fourmi parce qu'il faut avoir chaque édition côte à côte, donc ce qui veut dire à l'époque des photocopies, parce que bon, les originaux étaient à Madrid, c'est pas toujours simple de tout avoir. Aujourd'hui, le miracle, c'est quand même Internet. Il y a énormément de choses qui sont en ligne. Si on parle de mon RDR, je pourrais parler des difficultés que j'ai eues à l'époque qui sont du même ordre, c'est l'accès aux documents et comment aujourd'hui les choses sont beaucoup plus disponibles sur Internet. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Je crois que j'aurais peut-être fait la même thèse si j'avais eu Internet à l'époque. Peut-être que j'aurais abordé autrement, je ne sais pas. Mais ça, bon, on ne va faire pas l'histoire. Voilà. Très bien. Et alors, dans l'introduction, alors, enfin, l'équivalent de la préface, comment est-ce que tu as procédé? C'est le classique, je présente l'auteur, je présente le contexte, j'inscris le texte dans un contexte, je donne la structure du texte, etc. Ou, enfin, comment tu fais? Oui, non, non, je fais partie effectivement de l'homme et de son œuvre. Donc, j'ai présenté l'homme, j'ai présenté son œuvre globalement. Et ensuite, j'ai focalisé, parce qu'il y a d'autres ouvrages, il a écrit un traité d'orthographe,
intéressant. Il a écrit un autre ouvrage de las diferencias de libros que hay en el universo qui mériterait une édition critique, parce que bon, on l'a pas. Mais bon, j'ai malheureusement pas de doctorant qui pourrait se lancer ou qui voudrait se lancer dans ces choses-là. Le problème du CP d'or, c'est qu'il n'y a plus de poste de maître de conférence, quasiment. Et donc, les jeunes me disent, bon, moi, je vais travailler sur du contemporain, parce que si je veux avoir une chance d'avoir un poste, donc c'est malheureux, quoi. C'est tout un pan de la culture espagnole qui est un peu bloqué, comme pour mes collègues médiévistes, hein. Donc on n'ose pas non plus pousser les étudiants dans ces domaines en se disant ils le font pour la gloire. Alors moi, j'ai la dernière thèse que j'ai eue, c'est une étudiante qui m'a dit moi c'est un parcours que je veux aller, que je veux finir, je veux aller jusqu'au bout. J'ai commencé en L1. Pour moi, la fin c'est un doctorat. Même si je ne l'exploite pas, même si je ne fais pas de publication à côté, parce que bon, c'était pas son truc. Elle voulait enseigner en lycée, bon, ou en collège, enfin bon, c'était le secondaire. Elle n'avait pas l'intention d'entrer dans la recherche, dans l'enseignement supérieur. Elle l'a fait vraiment avec passion, un peu pour la gloire, mais je trouve que c'est encore plus méritant, si je puis dire. Voilà. Et donc, non, j'ai présenté la thèse d'une façon classique, hein, l'auteur, l'œuvre, et ensuite je me suis plus appesanti sur les caractéristiques, le contexte, bien sûr, historique, la lutte des sangre. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce texte, et je me suis vraiment ensuite focalisé sur le contenu, sur la progression du texte, son découpage. Il a ensuite, dans l'édition que j'ai choisi de transcrire et d'annoter, Alejo Venegas a ajouté un glossaire, et ça c'est très important. Il parle des palabras oscuras qu'il y a dans le livre, dans son livre, et alors il donne des étymologies des fois très fantaisistes. Je vous en donne une, par exemple, mascara, ben c'est parce qu'il y a un visage de plus, una cara más. Bon, alors c'est pas du tout ça, ça viendrait de l'arabe, d'après Coromina, ça je peux aller voir. Bon, c'est des fois fantaisistes, comme c'était à l'époque, mais en même temps, il donne des éclairages, il évoque beaucoup la canaille de Wittenberg, comme il l'appelle. Donc, c'est la religion réformée qu'il attaque bien sûr en tant qu'orthodoxe. Il parle de Titania, il parle de choses très intéressantes sur justement ce schisme qui est un petit peu à l'époque, et qui est gravissime, surtout à Tolède, où il y a des luttes entre nouveaux chrétiens, vieux chrétiens, des exclusions. Il a défendu les nouveaux chrétiens en disant qu'ayant reçu le baptême, ils font partie del rebaño et qu'ils ne doivent pas être mis à l'écart. C'est une position courageuse et qui, à mon avis, lui a valu un exil à Madrid, hein. Il a dû partir les 20 dernières années de sa vie à Madrid et je pense que c'est lié en tout cas à ça, en partie en tout cas. Voilà. Et alors, dans cette préface, bon, on voit bien qu'il y a des... C'est extrêmement érudit. J'imagine que tu as mené beaucoup de recherches et qu'il y a aussi une part d'interprétation personnelle que tu as développée à l'intérieur de cette préface. Donc, quelle serait ta thèse la thèse de ta thèse sur sur ce texte? Moi, c'était montré que c'était un texte totalement novateur, qui pouvait effectivement remettre en question les luttes entre nouveaux chrétiens et vieux chrétiens, par exemple, des prises de position. Ce texte ne circulait pas assez. Moi, je voulais remettre en circulation un texte, d'où d'ailleurs l'édition que j'ai faite par la suite, parce que la thèse, elle a eu lieu sur des étagères de bibliothèque, j'imagine, quelque part. Et le livre circule plus, alors on n'en vend pas 3 millions, hein, on n'est pas le prix Goncourt, mais enfin, les grandes institutions achètent ce type d'ouvrage, et ça fait plaisir de se voir citer, je ne dis pas à autobombo, comme on dit, mais quand je me dis, bon, ben, ça a servi, il y a des gens qui peuvent rebondir sur ce texte, qui amplifient une expression, et vraiment, ça me fait plaisir. Je me dis, j'ai fait ce travail pour servir la communauté, en fait, scientifique, entre autres. Bon, ça m'a permis d'accéder à la maîtrise de conférence aussi, au passage, mais je l'ai fait avec un bonheur immense, ce travail. Ça a été vraiment un plaisir, une rencontre avec Venegas que j'avais, comme je l'ai dit, déjà croisé un tout petit peu, mais là, je me suis investi profondément. Je suis allé sur ses traces à Tolède, sur les archives, j'ai essayé de trouver tous les documents qui le concernaient, toutes les publications qui ont été faites pour le 450e anniversaire de sa mort. J'ai publié dans une revue qui est montée par des étudiants d'histoire chez nous à Versailles. J'ai voulu célébrer ce 450e anniversaire de sa mort en essayant de faire une synthèse de tout ce qui avait été publié sur les Névas pour montrer que il n'était pas si oublié que ça quand même. Il y avait des chercheurs qui s'intéressaient à cet auteur.
Cet auteur qui était quelqu'un de brillantissime, qui avait une culture comme on pouvait en avoir au Céphore, bien sûr, qui a été professeur à l'Université de Colette, qui a été ensuite enseignant à la Escuela de Gramática de Madrid. Vraiment un personnage extrêmement savant, très attachant, qui a énormément travaillé. Hein. Il dit, je profite de mes nuits pour écrire parce que mes journées sont prises par mes tâches d'enseignement. J'ai une famille de, combien je crois, 8 personnes à nourrir, à faire vivre. Il a vraiment travaillé comme un damné, cet homme-là. Et j'ai admiré aussi ce courage, cet engagement, ce travail quoi, qu'il a pu mener. Ces ouvrages sont passionnants. Je voudrais vraiment qu'un jour, il y ait quelqu'un qui fasse une édition critique de l'autre gros volume de la Diferencias del Libro. Ça me plairait beaucoup. À bon entendeur. Alors, tout à l'heure, tu as dit quelque chose que j'ai retenu. Tu as dit que tu as travaillé avec un grand bonheur. Et ça fait plaisir à entendre. Et j'espère que les doctorants actuels l'écouteront bien. A fortiori, s'ils sont dans des périodes de doute où ils se disent qu'ils ont envie de jeter l'éponge, oui, on peut travailler avec grand bonheur dans sa thèse. Mais à côté de ces grands bonheurs, il y a des phases cruelles de doute, d'angoisse. Et je suppose que comme tout le monde, tu en as traversé, que tu as eu des difficultés. Tu as évoqué un certain nombre de ces difficultés tout à l'heure, notamment la possibilité d'accéder au texte, de trancher entre telle édition, savoir comment tu allais présenter les choses, etc. Donc, est-ce que tu vois d'autres difficultés à évoquer et, le cas échéant, nous dire quelles solutions, éventuellement magiques, que tu as trouvées pour les dépasser? Alors, quand j'ai fait ce travail d'édition critique, c'est propre à l'édition critique d'ailleurs, je voulais annoter vraiment tout ce qui était important et tout ce qu'un lecteur d'aujourd'hui pouvait ne pas connaître. Et là, j'ai eu des difficultés parce que certaines fois, il y a des auteurs qui sont cités par Venegas et je n'ai jamais pu les documenter. Jamais, jamais, j'en ai noté quelques-uns. J'en avais parlé à Jacqueline Ferreira, qui m'a dit, écoutez, mettez une note, c'est tout à fait franche, en disant, malgré de nombreuses recherches, nous ne sommes pas parvenus, hein, etc. Le jury comprendra, etc. Et en fait, ce qui est amusant, je reviens sur Internet, des années après, quand j'ai eu Internet, au début des années 2000, j'ai rentré ces choses-là. Alors, j'ai beaucoup cherché quand même. J'ai tout trouvé. J'ai tout trouvé. Je referai une édition avec des compléments si c'était possible. Parce que maintenant, je sais qui était tel personnage, qui était tel auteur, vraiment des gens totalement méconnus. Hein. Il faut vraiment, sur Internet, je crois que j'ai trouvé une ou deux occurrences, du coup, j'ai tiré une file et je suis arrivé à d'autres choses. Mais voilà. Donc ça a été une des difficultés. La pire des choses était la difficulté technique parce que à l'époque, c'était un peu nouveau quand même l'informatique hein, en 97 et les ordinateurs n'étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui. Et puis cette thèse était longue parce qu'il y avait le texte de Venegas qui fait au moins 400 pages, puis il y avait mes 400 pages à moi au moins autant, voire plus. Donc ça faisait un énorme, un mamotretto énorme. Et je ne savais pas scinder, je ne savais pas enregistrer sur une disquette, ça tenait plus. Donc j'ai travaillé en roue libre sur le disque dur de mon petit portable et en faisant des renvois de note à note, voire par exemple note 18, page 100. Et quand j'ai voulu imprimer, il y avait un décalage dans mes feuilles. Donc, mes renvois d'une note à l'autre ne marchaient plus. Ça a été une panique. Je devais rendre en plus le texte. On avait des dates limites pour rendre. Il fallait rendre il y a 2 mois avant la séquence. Et mon travail à l'écran était parfait. En l'imprimant, ça ne marchait pas. Et heureusement, j'ai pensé à une boîte d'imprimerie qui est pas loin de chez moi. Je suis allé les voir avec mon petit portable, parce que j'avais pas d'autre support que le disque dur. C'est une folie aujourd'hui de faire tout ça. Je suis allé voir avec mon petit portable. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit que votre imprimante n'a pas une mémoire suffisante. Elles étaient très faibles, la mémoire à l'époque. Hein. Une mémoire suffisante. Nous, on a de très grosses imprimantes professionnelles. On va voir si ça sort. Alors, ils me disent, je vous préviens, c'est, je crois, un franc la page. Écoutez, vous imprimez, vous ne comptez pas. L'essentiel, c'est que ça sort. Et donc, c'est sorti bien. Et du coup, on a reproduit à partir, non pas du clé USB qui n'existait pas à l'époque, mais à partir de la version papier qu'on a fait photocopier en nombre d'exemplaires, etc. Ça a été terrible. Parce que quand on est au bout, les 3 derniers jours, j'ai quasiment pas dormi pour tout imprimer, tout voir, tout. Et avoir cette déception, ce décalage, ça m'avait mis vraiment à plat, quoi. Et ces gens-là m'ont sauvé, quoi, dans cette boîte d'imprimerie près de chez moi. Bon, et alors, tout à l'heure, tu en as déjà évoqué un certain nombre de gens qui ont été importants dans ton parcours, notamment, je biche des gens de Nanterre.
Mais est-ce que tu en vois d'autres que tu aimerais évoquer peut-être dans une sphère plus personnelle, qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu d'une manière ou d'une autre et que, bah, que tu aurais l'occasion de saluer aujourd'hui? Oui, oui, oui. J'ai eu vraiment un réseau d'amis qui m'ont aidé, chacun dans sa spécialité. J'avais un ami juriste, j'ai toujours un ami juriste. Il y a des fois des passages qui sont liés au droit dans la RENIA, et cet ami juriste m'a un peu aidé là-dedans. J'ai fait la connaissance d'un prêtre que je suis allé voir, je suis allé chercher près de chez moi, pour lui poser des questions sur des points religieux très particulier, et il m'a donné des pistes, il m'a aidé. Toutes les bibliothécaires et les bibliothécaires de Madrid, à Paris aussi, qui figurent dans mes remerciements comme il se doit. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jury a été extraordinaire. Hein. C'était un jury d'une grande bienveillance. La thèse, la soutenance s'est passée très agréablement. J'étais au début stressé, puis finalement, je me suis senti comment dire, tout à fait à l'aise. Les craintes se sont évanouies. J'ai senti que c'était un jury qui n'était pas à charge. C'était vraiment pour aider et pour faire avancer en soulignant les carences et en soulignant les bons points du travail. Et ça, c'est vraiment très plaisant. Moi, je suis sorti dans un jury, j'essaie de faire la part des choses. Je dis, voilà, moi, je vois ceci qui pourrait être amélioré, je vous propose cela, ce n'est qu'une proposition. Et en revanche, je trouve cette partie extraordinaire, vous avez approfondi ça, donc, je pense qu'il faut vraiment le faire parce qu'on a besoin d'être sécurisé quand on est doctorant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, dans quelle mesure est-ce que l'enseignant et le chercheur que tu es aujourd'hui continuent d'être influencés par ce travail-là? Ben, je continue d'être influencé dans le sens où je me suis vraiment plongé dans l'édition critique. Ça m'a bien plu. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de prologues dans les Mégas qui n'avaient jamais été réédités et qui contenaient beaucoup de choses très intéressantes. Donc, j'ai fait quelques publications sur un prologue, ça s'appelait un prologue oublié dans les Mégas, des choses comme ça. Et j'en ai profité aussi pour introduire ce type d'enseignement dans les séminaires master, par exemple. Leur expliquer ce qu'est une édition critique, comment ça fonctionne, leur présenter des textes qui étaient à faire des titres, ils étaient au début ahuris, mais les étudiants, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce type d'impression, ils sont habitués au caractère moderne. Et au début, ils n'arrivaient même pas à déchiffrer, comme moi d'ailleurs. Hein. Au début, j'avais du mal. Puis après, on dit ça avec les gens, on connaît toutes les abréviations, on connaît tout le système, et je leur ai donné un travail de textes justement de l'époque, 16e essentiellement, qui sont tous faits, qu'ils ont fait annoter, ça a donné lieu à des mémoires de master, des choses comme ça, et je crois que ça m'a enrichi. Moi, la seule chose qui m'avait un peu gêné après la soutenance de ma thèse, dans les années qui ont suivi, c'est que je me suis dit, j'ai pas fait une thèse comme beaucoup d'autres gens, où il y a un montage intellectuel, où je suis parti de quelque chose, je ne sais pas, le thème du rire dans l'œuvre 2. Je suis parti d'un texte déjà existant, préexistant. Je l'ai annoté, je l'ai introduit, vraiment, comme j'avais fait d'introduction, un grand nombre de pages pour présenter l'œuvre, le contexte, comme on a dit tout à l'heure. En revanche, je trouvais un petit peu, comment dire, gêné de ne pas avoir fait une construction, quoi, venant de moi-même. Je me suis dit, on va se dire, il n'est pas capable d'inventer, de trouver un plan. C'est pour ça que lorsque j'ai fait l'habilitation, j'ai voulu travailler sur tout à fait autre chose. Hein. Ça a été dans la continuité de la thèse, parce que finalement, moi, j'ai travaillé pour mon HDR essentiellement sur le dictionnaire de Houdin, Tesoro de las lenguas española y francesa, et le lien a été le suivant. Pour annoter le texte de la Agonia del Tránsito de la Muerte, j'ai tapé le dictionnaire, bien sûr, de Covarrubias, Real Academia, Autoridades, etc. Et Houdin, César Houdin, que j'ai un peu découvert, je connaissais, on avait en bibliothèque à Nanterre un exemplaire de l'édition Potier, et il m'est arrivé de trouver la réponse chez Houdin et pas ailleurs. Et je me suis dit, tiens, intéressant ce dictionnaire. Et le lien, ça a été ça. Je me suis dit, tiens, je voudrais travailler sur ce dictionnaire. Ça reste quand même de l'édition de texte, puisque j'ai publié une édition du Tesoro de Houdin en 2016 chez Champion. Mais en même temps, je vais faire tout un travail sur qui était ce César Houdin, donc on n'avait pas énormément de choses. Il y avait eu des travaux, hein, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas du tout, mais je suis allé vraiment chercher aux archives nationales des choses. Là encore, je me suis fait aider
par un neveu qui a fait l'école de Chartres, parce qu'il y avait quelques passages d'écriture notariale un peu compliqués pour moi. Je n'ai pas tellement progressé en paléographie. Je suis à l'aise, mais c'est pas encore un pro. Et du coup, j'ai eu vraiment des choses intéressantes. J'ai été aussi aidé, je tiens à le dire, par Monsieur Pelligri, qui était directeur de la Mazarine. C'est lui qui m'a donné les premières références d'archives concernant César Houdin. Il faut vraiment rendre à César ce qui appartient à César. Et à partir de là, moi, j'en ai trouvé d'autres. Il m'a donné une base très importante et très sympa. Il m'a dit, vous savez, je vais prendre ma retraite bientôt, je vais plus travailler sur ces choses-là, vous qui êtes en plein dedans, je préfère vous les exploiter. Donc là, d'ailleurs, je suis en train de préparer tout un corpus de documents notariés, avec l'aide de ce neveu, bien sûr, pour les petits passages où je coince. J'arrive à pas mal déchiffrer maintenant quand même. Et je tiens donc à remercier aussi Christian Pelligri au passage. Est-ce que tu peux nous parler du travail que suppose de passer de la thèse dans sa version thèse à la thèse version publiée? Oui, alors, bon, d'abord, moi, j'en ai parlé à Jacqueline Ferreras, qui m'a dit, oui, vous avez raison, le texte circulera mieux, c'est votre but de faire circuler ce texte. Donc, elle m'a donné un feu vert, je lui ai dit, est-ce que vous m'accorderiez une préface? Elle m'a dit, écoutez, oui, si vous tenez compte de tout ce qui a été dit par le jury. Alors, d'accord, j'ai fait une liste des points à rectifier, à améliorer, les copies dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, et j'ai repris point par point tout ça. J'ai développé certains passages qui méritaient de l'être. J'en ai réduit d'autres qui étaient peut-être pas aussi nécessaires dans une édition. J'ai complété quelques notes, j'ai rectifié, etc. Et Jacques Ferras m'a dit, ben, vous avez répondu à ma demande, je préface la chose. Alors j'ai eu un problème pour l'éditer, parce qu'à l'époque, c'était en 2001, Didier Édition n'existait plus, Kinsey était, je crois, en train de fermer, plus ou moins. J'ai eu un contact avec Max Angamard à Genève, chez Gros, et il m'a dit, écoutez, ça m'intéresserait, mais à condition qu'il y ait une traduction française que je pourrais mettre en juxtalinéaire à côté. Une traduction d'époque. Alors, j'ai d'abord dit que ça aurait été un livre énorme, déjà il y a presque 800 pages, en rajoutant encore 300 et 400, ça aurait été un truc énorme. Et de toute façon, à ma connaissance, jusqu'à présent, je n'en ai pas trouvé, il n'y a pas eu d'édition, de traduction française d'époque. Il y a une traduction italienne, mais pas de traduction française. Donc, c'est tombé à l'eau. Et je savais plus quoi faire. Je me suis dit, est-ce que j'essaie d'aller en Espagne? Mais alors, ça voulait dire traduire. Et se traduire soi-même, c'est l'horreur. Il faut écrire directement en espagnol, sinon on n'est pas, on pense pas de la même façon. Voilà, en fait. Mm. Donc, j'ai cherché, j'ai vu qu'il y avait l'Harmattan qui publiait. Alors, on m'a dit des choses. On m'a dit, l'Harmattan publie le meilleur comme le pire. Enfin, bon, et ils ont accepté à l'époque. J'ai été d'ailleurs aidé par des subventions parce qu'il faut payer l'Harmattan, je crois qu'on doit acheter quelques écrans, ou 40 exemplaires de son ouvrage quand-même, et un peu auto-édition, quoi. Et j'ai eu des subventions de mon université de l'époque, parce que je venais de filmer des conférences à Valenciennes, et de Nanterre aussi. Et là aussi, Jacqueline Ducaras m'a aidé, parce que j'ai au conseil scientifique, elle m'a obtenu quelques petits guides, et j'ai complété moi-même, et donc le livre a pu circuler comme ça. Et ils avaient pensé essayer de faire une édition en Espagne, tout le temps à passer, c'est passé à la HDR, le travail qu'on connaît, les passages administratifs, etc. Peut-être à ma retraite. Peut-être, oui. Alors, quels sont les conseils que tu donnes, toi, à des doctorants? Alors déjà, de bien cerner leur sujet, de vérifier qu'il n'a pas été traité ailleurs, y compris à l'étranger. Ça, c'est très, très important. De citer leurs sources tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que bon, ce qu'on appelle contrefaçon et plagiat selon les auteurs. Hein. On a une juriste qui nous dit que le plagiat ne doit pas s'appeler comme ça, mais contrefaçon. Bon, bref, très attention à ça. Et un principe que je dois, Jacqueline Ferreira, établir un calendrier. Parce qu'aujourd'hui, les tests se font normalement en 3 ans. Bon, on a des dérogations sur le travail, les comités techniques peuvent permettre d'aller au-delà, mais la norme serait 3 ans. Donc, établir un calendrier très précis, même si on ne s'y tient pas tout à fait, en se disant à telle époque, à telle date, il faut que je fasse ça. À telle époque, il faut que je réunisse mes documents. À telle date, il faut ceci, cela. C'est faire un calendrier approximatif. Mais déjà, c'est un guide et on voit si on est dans les clous ou si au contraire, on a perdu du temps, ou il y a toujours des embûches, il y a toujours des problèmes techniques, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut vraiment, ce calendrier est très précieux. Et je le dis, je suis quand même en master, hein, je dois dire, un master, c'est quand même une année de travail.
Ouais, maintenant, notre master est allé sur 2 ans. Il n'y a plus de mémoire de M1, chez nous en tout cas, hein, à Versailles. On a un mémoire de M2, donc ils ont quand même du temps, c'est 2 ans, mais ça nécessite un travail vraiment régulier, c'est ce que je leur explique. Voilà un peu ce que je peux dire. Après, il y a toujours les conseils du directeur de recherche que je suis, c'est-à-dire que je suis à leur disposition, ils ont mon mail, euh, euh, ils ont mon téléphone quand ce sont des doctorants, voilà. Il y a des liens vraiment d'amitié. Moi, j'ai une étudiante, une dame qui a repris à 45 ans ses études, de père américain, de maman allemande, ayant vécu comme le papa était dans la diplomatie, ayant vécu toute sa jeunesse en Espagne. Donc, elle est quadrilingue, elle parle allemand, espagnol, français, anglais. Elle est arrivée avec une maturité extraordinaire. Elle a fait une meilleure mémoire de Master 1 et de Master 2 sous ma direction. Et on est devenus amis, on est vraiment très amis. Elle dit maintenant travaille à l'éducation nationale, dans le secondaire, et je la pousse de faire une thèse, bien sûr. J'avais travaillé sur le Jardín Botánico de Madrid, et toute son histoire avec les herbiers qu'elle y a découverts, qui sont inédits et inconnus. Elle a fait franchement, elle pourrait publier déjà son mémoire de Master 2, qui était vraiment très, très abouti, et qui était un embryon, plus qu'un embryon de thèse, c'était déjà presque une demi-thèse. Bien, et alors pour finir, est-ce que tu pourrais nous lire la dernière phrase pardon, la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire? Alors ça peut être dans la version publiée si tu préfères, mais j'aimerais autant la version thèse. Bon, c'est la même, hein. De toute façon, la C'est première phrase, pareil. je l'ai changée, je l'ai gardée, et elle est d'une banalité affligeante. Donc, ça s'appelle Introduction. Premier point, Alejo Venegas de Busto, deux points, la vie et l'œuvre. Et je commence. C'est en 1537 que la première édition de la Agonia del Tránsito de la Muerte voit le jour sous les presses de l'imprimeur tolédan Juan de Ayala. Voilà, c'est une banalité terrible, mais il fallait bien que je commence par quelque chose et je voulais à la fois présenter l'auteur, présenter le lieu, Tolède, à travers l'éditeur, et la date. Voilà, c'était une petite phrase qui introduisait tout ça en 2 minutes. Voilà. C'est l'exercice de l'édition critique. Tu avais difficilement d'autres choix possibles. Hmm. Eh bien, écoute, Marc, je te remercie beaucoup pour cet entretien, globalement pour avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi, qui me tient à cœur. Voilà, donc merci beaucoup. C'est moi qui te remercie et j'ai été ravi de cet échange. À bientôt, j'espère.